Salut, je m'appelle Charles avec handicap. L'histoire commence après que 3 guerriers nommés Eric, Goran et Luc viennent de terminer une énorme bataille. Eric se demande si tout est fini et Goran confirme que les démons se sont retirés. Ils n'ont pas achevé le roi démon, mais ils l'ont plutôt gâché. Ils lui ont arraché un bras, alors Eric doute que le roi démon essaie autre chose pendant un moment. Cela signifie qu'ils pourront enfin tous les 3 rentrer chez eux. Luck est cependant un peu distrait car il est obsédé par le bras coupé du roi démon, et il se demande s'il peut le convertir en mana. Luck réfléchit profondément à la façon dont il peut le faire, et Goran souligne que ce genre de choses est la raison pour laquelle Luck ne peut jamais avoir de petit ami. La longue bataille est enfin terminée, alors le gars est prêt à dire au revoir à cette sombre faille dimensionnelle. Eric est un peu bouleversé car il a dû rater la naissance de son enfant, et Goran craint que sa fille ait oublié à quoi il ressemble. Lux dit que les soucis ne s'arrêtent jamais quand on a une famille, donc il restera célibataire. Goran lui dit qu'avoir une famille qui vous attend est une chose merveilleuse, et c'est la raison pour laquelle lui et Eric ont pu continuer à se battre. Ils disent à Luc qu'il devrait se dépêcher et fonder sa propre famille, mais leur moment est gâché. Une immense horde de démons apparaît, et Goran n'arrive pas à croire qu'il y en ait encore autant. Goran et Eric sont comme toujours héroïques puisqu'ils déclarent qu'il est temps de se déchaîner. Malheureusement, Luck sait qu'ils sont déjà épuisés par la bataille. Ils ne survivront jamais à un combat frontal, alors Luck doit élaborer un plan. Il dit aux gars de tout lui laisser pour qu'ils puissent s'échapper, et il crée plusieurs cercles magiques. Les gars n'arrivent pas à croire ce qu'il dit et refusent de le laisser derrière eux. La chance doit leur rappeler que le roi démon n'a pas encore été vaincu. Une fois qu'il se relèvera, ils auront besoin de la force du héros. Goran dit que cela n'a rien à voir avec lui en tant que simple guerrier, donc il restera et se battra aussi. La chance l'arrête et lui rappelle qu'il a une famille qui l'attend. La chance n'attend pas leur réponse et utilise simplement la magie de la terre pour les séparer et les mettre hors de danger. Les gars lui disent d'annuler le sort car ils refusent de laisser Luck tranquille. Luck ne les écoute pas et réfléchit plutôt à la raison pour laquelle il fait cela. Le gars a dit que c'était leur famille qui les soutenait au combat, et pour Luck, ces 2 gars sont comme une famille. Il promet qu'il rattrapera bientôt son retard, et il leur rappelle qu'ils savent à quel point il peut être têtu. Les avoir à proximité serait tout simplement trop distrayant, alors Luck les supplie d'y aller. Eric et Goran savent qu'aucun humain ne pourra jamais survivre à une bataille comme celle-ci, et s'ils partent maintenant, cela signifierait la fin de la vie de Luc. Les gars tentent désespérément de briser la barrière, mais Luc les renvoie finalement, et ils ne peuvent que lui dire de ne pas perdre la vie. Avec ses amis en sécurité, Luc se tourne pour affronter les démons. Il les nargue pendant qu'il prépare un sort, et il leur dit qu'il ne sera pas facile de le dépasser. Quelques instants plus tard, nous voyons que la chance a vaincu une montagne de démons, mais il continue d'affluer. La chance a du mal à respirer à ce stade, car elle a atteint sa limite. Malheureusement, les choses ne font qu'empirer pour lui lorsqu'il est capturé par un général démon. Il utilise une capacité sur lui, et Luck se rend compte que sa force vitale est en train d'être absorbée. C'est un mouvement appelé Drain Touch, et cela prend également la majeure partie de son mana. La chance est vraiment mal en point, mais il parvient à renverser la situation face aux démons. D'une manière ou d'une autre, il utilise le Drain Touch et il détruit le général démon. Luck explique que sa capacité d'apprentissage lui permet de détecter n'importe quel sort utilisé contre lui. Il est soulagé car le peu de temps qu'il vient de s'acheter lui permettra de retrouver sa santé et de reconstituer son mana. Luck regarde la horde géante de démons et déclare qu'il a l'impression qu'il pourrait se battre pendant des années. Quelque temps plus tard, nous voyons que Luck est toujours dans la même bataille et il se demande depuis combien de temps il se bat. Cela fait au moins quelques mois, mais Luck a perdu la notion du temps. Il combat les démons sans arrêt, à chaque seconde de la journée, sans une seule pause. Chaque fois qu'il avait sommeil, il se jetait simplement un sort appelé marionnette. En utilisant ce sort, son corps continuerait à se battre pendant son sommeil. Faire les choses de cette façon pendant si longtemps donne à Luck le sentiment qu'il n'est même plus humain. Des mois plus tard, Luck est sous le choc et se demande s'il a finalement vaincu tous les démons. Malheureusement, la bataille n'est pas terminée puisqu'une attaque manque de l'éviscérer. Cela vient du roi démon, et Luc dit que la bête s'est enfin rétablie. Luc pensait que cela prendrait plusieurs années, mais il est content d'en avoir fini avec ça. Luck décide de se battre au corps à corps pour empêcher le roi démon d'utiliser sa magie ardente. Il essaye d'utiliser le Drain Touch, mais cela ne fonctionne pas et le roi démon le frappe avec une lame maudite.
Cette blessure est plus grave que ce que Locke pensait. Il doit donc se rétablir rapidement. Malheureusement, la chance doit bloquer une attaque et elle brise son épée. La chance est dans une mauvaise passe, mais il rappelle à la bête qu'il est un sorcier et qu'il n'a donc pas besoin d'épée. La chance a lancé un sort appelé « Emprisonner le feu de l'enfer » et il engloutit le roi démon dans les flammes. Locke sait qu'il ne peut pas gâcher cette opportunité, alors il la poursuit avec une touche drainante. Tout cela fait partie de son plan parce que le roi démon est trop occupé à se défendre contre le feu de l'enfer pour faire quoi que ce soit contre le contact drainant. La chance dit au démon qu'il est temps pour lui de choisir. Il peut soit laisser le feu de l'enfer le brûler jusqu'au bout, soit perdre toute sa force vitale. Locke rit comme un fou alors que ces deux sorts fonctionnent à pleine puissance. Quelques instants plus tard, Locke émerge des décombres et se demande s'il l'a réellement fait. Il retire l'épée du roi démon du sol et célèbre sa victoire durement gagnée. La chance revient à la surface dans ses vêtements en lambeaux après tout ce temps, et il se demande où il est. Il décide de suivre une route à proximité car elle le mènera au moins quelque part. Malheureusement, la chance est brisée et sa carte aventure brûlée dans le combat. Finalement, la chance arrive dans ce qu'il croit être la capitale royale. Certains gardent le repère et lui disent d'arrêter, mais la chance ne comprend pas ce qui ne va pas. Locke manque la plupart de ses vêtements, alors les gentils gardes lui donnent quelque chose à porter. Locke décide de commencer par passer chez Goran, et il est étonné de voir à quel point c'est immense. Un majordome demande s'il peut aider, et Locke dit qu'il aimerait voir Goran. Le majordome se demande si Locke a un rendez-vous, mais il n'en a pas. Malheureusement, le majordome ne peut pas le laisser entrer sans celui-ci, et il suppose que Locke n'est qu'une autre personne prétendant connaître Goran. Locke insiste sur le fait qu'il dit la vérité, mais le majordome le fait partir. Locke dit qu'il ira simplement à la guilde pour pouvoir rééditer sa carte d'aventure. En chemin, Locke remarque une statue de pierre qui n'existait pas auparavant. C'est la statue d'un beau sorcier, alors Locke a demandé au passant de qui il s'agissait. Le passant n'arrive pas à croire que Luke ne le sache pas, mais il se dit qu'il vient d'arriver de la campagne. Il explique que c'est une statue du grand saint Luke. Luke est surpris d'entendre son propre nom et le passant explique que Luke était un grand héros. Il y a 10 ans, il a résisté seul à une horde de démons dans une faille dimensionnelle. Ses efforts ont sauvé le monde entier. C'est pourquoi on se souvient désormais de lui comme d'un grand héros et d'un grand sage. Locke se rend compte que cela signifie que tout le monde pense qu'il est mort il y a 10 ans. C'est seulement maintenant que Locke comprend qu'il s'est battu là-bas pendant une décennie entière. Locke se dirige vers la guilde des aventuriers et un aventurier tente de lui causer des ennuis. La chance l'ignore, ce qui contrarie vraiment le gars, mais ce n'est pas grave. Goran est arrivé, et il devient très ému lorsqu'il reconnaît immédiatement Locke. Il n'hésite pas à attraper notre héros, et il l'emmène dans une autre pièce. Goran est ravi de voir que Locke est revenu vivant, et Locke remarque que Goran n'a pas vieilli. Goran admet qu'il a vieilli parce que 10 années entières se sont écoulées. Goran apporte ensuite de la nourriture à notre héros, et il lui bourre le visage. Il mange comme un animal, car il n'a rien mangé depuis 10 ans. Il a pu obtenir toute l'énergie dont il avait besoin grâce à Drain Touch, mais son estomac est resté vide pendant tout ce temps. Goran lui dit de ne pas abuser des aliments solides après un si long jeûne, alors il commande à la place de la bouillie de riz. Goran devient sérieux parce qu'il n'arrive pas à croire que la chance ait survécu à ce terrible désastre. Luke explique qu'apprendre à utiliser Drain Touch a fait une grande différence. C'est à ce moment-là que quelqu'un arrive avec la bouillie de riz, et c'est en fait Eric. Eric devient très ému parce qu'il est heureux de retrouver Luke, et Luke n'arrive pas à croire qu'il doit faire face à 2 gars d'âge moyen en pleurs. Eric fait une pause un instant et souligne que quelque chose n'est pas naturel. La chance n'a pas vieilli du tout, et Goran jure qu'il a l'air plus jeune. Locke dit que c'est ridicule au début, mais il est choqué de voir qu'il a vraiment rajeuni. La chance pense que cela doit être dû au fait qu'il a absorbé une grande partie de la force vitale du roi démon avec un contact drainant lorsqu'il l'a vaincu. Les gars n'ont jamais été aussi surpris de toute leur vie parce qu'ils ne savaient pas que la chance avait vaincu le roi démon. Locke explique que le seigneur démon est revenu à la vie et est réapparu. Eric révèle que le royaume tout entier a renforcé son armée en prévision du rétablissement et de l'invasion du roi démon. Cependant, maintenant que la chance l'a déjà vaincu, ils lui doivent une récompense. Goron appelle Eric votre majesté, et la chance est stupéfaite d'apprendre qu'Eric est désormais le roi. Locke se demande comment cela s'est produit. Alors Eric explique.
Le roi précédent estimait qu'Éric le méritait pour avoir repoussé le roi démon. Quant à Goron, il est désormais le grand maître de la guilde des aventuriers. Ces deux-là se sont vraiment bien débrouillés, et Goron souligne que Luck est désormais un sauveur et un grand sage. Son titre complet est celui de sorcier suprême, l'archiduc Luck Franzen. Luck n'arrive pas à y croire car il n'est même pas noble et il ne sait pas qui est Franzen. Éric explique qu'il voulait récompenser le service de Luck, il lui a donc donné un titre noble. C'était la toute première chose qu'il faisait après la construction de la statue. Luck pose des questions sur la statue et Goran pense qu'elle a l'air plutôt bien. Luck admet que cela a l'air bien mieux qu'il ne l'est en réalité. Éric explique que le sculpteur n'a jamais rencontré Luck, alors il l'a simplement fait en se basant sur ce qu'Éric et Goran lui ont dit. Luck dit qu'il est surpris que les autres nobles n'aient pas fait d'histoire quand Éric l'a nommé parmi eux. Éric souligne que Luck n'avait pas de famille et que tout le monde croyait qu'il était mort, ce n'était pas un problème. Cela amène Luck à se demander si son retour vivant causera des problèmes maintenant. Luck décide qu'il ne devrait pas changer la version officielle, qu'il est mort. Éric se demande ce qu'il va faire maintenant. Alors Luck dit que c'est une bonne opportunité. Il va repartir de la case 1 en tant qu'aventurier. Quelques instants plus tard, nous voyons que Goran a donné à notre héros une nouvelle carte aventure. Il explique qu'ils utilisent un sort de masquage d'informations, donc seul le nom de Locke apparaît. Locke se demande d'où vient le nom Locke, et Goran explique que son vrai nom est en fait Locke Franzen. Son premier emploi de sorcier suprême de rang S est caché, donc seul son deuxième emploi de guerrier de rang F apparaît. Désormais, il sera connu sous le nom de Locke, le guerrier de rang franc. Goran se demande si Locke va s'ennuyer en recommençant à zéro, car il pourrait combattre des ennemis beaucoup plus puissants. Locke souligne rapidement qu'il a déjà combattu de nombreux ennemis puissants. Plus tard, le majordome s'excuse auprès de Locke d'avoir été si impoli avec lui, on voit qu'une fille les repère. Locke dit que ça va parce qu'il n'était pas très présentable à l'époque. Locke se dirige ensuite vers la guilde des aventuriers et parle avec la réceptionniste nommée Aroni. Il dit qu'il aimerait se lancer seul dans l'extermination des gobelins. Aroni l'avertit qu'il est dangereux pour une recrue de se lancer en solo dans un travail d'extermination de gobelins. Elle ne peut donc pas le recommander. Locke le sait, mais il réfléchit à la façon dont tout ira bien, parce qu'il est vraiment au rang S. Aroni explique qu'il n'est pas rare que des recrues meurent parce qu'elles sous-estiment les gobelins. Elle dit encore une fois qu'elle ne peut pas lui recommander le poste. À ce moment-là, un mage nommé Ario propose de laisser Locke l'accompagner avec son groupe. Ce sont aussi des aventures de premier ordre, et il pourrait avoir besoin de quelqu'un en première ligne. Aroni pense que c'est une idée merveilleuse et elle l'approuve avant même que la chance ne puisse refuser. Locke accepte à contre-cœur car il pense qu'il est également important de former Ricky. Dehors, vous vous présentez et révélez qu'il peut utiliser une boule de feu. Il présente ensuite sa sœur cadette, Ginny, qui s'occupe de tous leurs besoins en matière de tir à l'arc. Locke se présente alors comme un épéiste et ils partent. Leur voyage commence et nous les voyons à plusieurs endroits. Ginny expose ensuite tout ce qu'ils savent sur les gobelins. Elle explique ce qui a été volé et où la clôture a été endommagée afin qu'ils puissent déterminer de quelle direction viennent les gobelins. En fonction de l'habitat des gobelins, ils déterminent où se trouve leur tanière. D'après toutes les preuves, on détermine qu'il y a environ 10 gobelins. Ginny suit les gobelins en regardant leurs empreintes, et Luke pense à quel point elle est une éclaireuse assez réprimande. Elle s'en tient à la chasse et elle a un esprit vif, donc elle ne lui semble pas être une F franque. Cependant, Locke remarque également qu'elle a mal évalué le nombre de gobelins. C'est parce qu'elle n'a pas remarqué les empreintes de camouflage. Locke pense que les gobelins ne sont pas assez intelligents pour cacher leurs empreintes, donc il doit y avoir un autre monstre qui les dirige. Locke faillit en parler à Ginny, mais il décide de ne pas le faire. Il pense qu'on ne forme pas quelqu'un en lui disant tout à l'avance. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez apprendre de l'échec, surtout lorsque vous êtes jeune. Cependant, maintenant qu'il a choisi de ne pas le leur dire, la responsabilité lui incombe. Il regarde les jeunes aventuriers et promet de ne pas laisser leur vie se terminer. Finalement, ils arrivent à la tanière, qui ressemble à un ancien puits de mine. Locke dit que cela semble mauvais, mais les frères et sœurs ne comprennent pas pourquoi. Ario souligne que les gobelins sont nocturnes, ils devraient donc attaquer pendant qu'il fait encore jour. Locke prend les devants et dit à la Guinée de lui donner un feu de couverture et de garder l'arrière une fois à l'intérieur. Il dit également à Ario de conserver sa magie autant que possible. Le groupe se dirige vers l'intérieur et commence immédiatement à éliminer les gobelins. Finalement, ils sont épuisés.
après en avoir vaincu plus de 30. Gany souligne que c'est bien plus que ce à quoi il s'attendait. Alors Luke explique que des meutes comme celle-ci sont souvent dirigées par un hobgoblin. Aryo n'a presque plus de magie et Ginny n'a plus que 3 flèches, alors Aryo décide qu'il devrait se retirer. Ginny veut continuer, mais Aryo dit que c'est trop dangereux parce qu'il s'agit de magie et de flèches. Luck aime voir ce leadership d'Aryo car il reconnaît que c'est une bonne idée de partir. À ce moment-là, ils entendent un bruit terrifiant et voient qu'il vient du seigneur gobelin. Luck trouve cela étrange, car la façon dont les gobelins volent le bétail petit à petit signifie que quelqu'un leur donne des ordres systématiques. Cela suggère un certain niveau d'intelligence, mais Luck ne ressent rien de tout cela de la part du seigneur gobelin. Cela ne peut que signifier qu'il doit y avoir quelque chose d'autre qui mène la danse. À ce moment-là, une mystérieuse fille apparaît pour attaquer le seigneur gobelin. Elle lui dit de rester en dehors de son chemin, sinon il le regrettera. La jeune fille continue d'attaquer le gobelin et elle parvient à lui porter un coup. Malheureusement, la coupure n'était pas assez profonde et n'a donc pratiquement pas fait de dégâts. Nos héros la regardent avec étonnement et elle les remarque. Elle leur dit que s'ils peuvent bouger, c'est leur chance de s'échapper. Luck ordonne immédiatement à Aryo et Ginny de s'échapper, alors ils commencent à courir. Aryo s'inquiète de la chance, mais la chance leur dit simplement de se méfier des attaques surprises des gobelins. Ils s'échappent et la chance impressionne Aryo, car il savait qu'il ne ferait que gêner. Pendant ce temps, la jeune fille lutte pour combattre le seigneur gobelin et la chance se demande si elle a besoin d'aide. La fille pensait qu'il s'était enfui, mais Luke dit que ce n'était pas nécessaire pour lui. La fille lui dit de faire ce qu'il veut, mais elle n'a pas besoin de son aide. Elle continue son barrage d'attaque et Luke la surveille de près. Il analyse le combat et dit à la fille qu'elle est actuellement en train de perdre. Elle est insultée parce qu'il insinue qu'elle est plus faible que cette bête. Luck explique qu'il parlait juste de son épée. La jeune fille ne sait pas ce qu'il veut dire. Alors elle est choquée lorsque son épée se brise en morceaux. Luck se demande si elle veut de l'aide maintenant, mais elle refuse une fois de plus. Elle dit à Luck de suivre ses amis et de s'en aller. Elle sort son autre arme pour une autre attaque, mais le gobelin la fait tomber. Elle a de vrais ennuis maintenant, alors Luck déclare qu'il a fini de demander. Il est clair qu'elle va perdre, alors il éliminera la bête lui-même. La bête pousse un rugissement terrifiant et la jeune fille peut à peine le supporter. La chance dit à la bête que c'est trop bruyant et il la coupe en morceaux en une seule attaque. La fille est abasourdie et Luke demande si elle va bien. Elle ne peut que se demander qui est notre héros et elle se présente comme étant Saya. Elle est la fille de Dantin, le chef de la tribu des bêtes orientales. Saya est reconnaissante de l'avoir sauvée du danger et elle demande son nom. Luck déclare fièrement qu'il s'agit simplement d'un aventurier de rang supérieur qui passait par là. Saya est sûre qu'il doit mentir, mais Luck lui montre sa carte d'aventurier. Elle se rend compte qu'il est vraiment un F-rank, mais elle ne comprend pas pourquoi il en est si fier. Ce qui est encore plus étrange, c'est que sa force n'a rien à voir avec celle d'un rang F. Luck dit simplement que c'est une longue histoire et il se demande quel est son rang. Saya explique qu'elle est de rang B et qu'elle est gênée d'avoir dit à Luck de s'enfuir plus tôt. Elle a vraiment honte, mais Luck lui fait remarquer qu'elle ne l'a fait que parce qu'elle pensait qu'il était débutant. Il dit qu'elle a fait le bon choix et il se présente officiellement comme Luck. Il se demande alors ce qui se cache au plus profond du donjon. Saya est surpris et il fait remarquer qu'il devrait y avoir des poissons bien plus gros ici qu'un seigneur gobelin. Saya cache visiblement quelque chose et elle agit comme si elle ne savait pas ce qu'il voulait dire. Luck souligne que plus tôt, Saya avait qualifié le seigneur gobelin de subalterne. Cela lui fit comprendre qu'il devait y avoir un ennemi plus fort quelque part. Saya hésite à dire quoi que ce soit, alors Luck dit qu'elle n'est pas obligée de le lui dire. Il commence à avancer plus loin dans le donjon et elle se demande où il va. Luck explique qu'il a été engagé pour exterminer les gobelins. Cependant, si la menace est plus grande, il doit alors s'en occuper pour le bien des villages voisins. Saya est abasourdi, et Lux dit qu'il vaincra tout ce qui l'attend. Saya lui dit que ce ne sera pas un ennemi qu'il pourra vaincre si facilement. Elle révèle que ce à quoi ils sont confrontés est un seigneur vampire. Lux pense à la façon dont les seigneurs vampires ont une vitalité anormalement élevée. Ils peuvent également se transformer en chauve-souris ou en brume. Il sait que c'est une bête gênante, et il souligne que ce sera beaucoup de choses à gérer pour Saya. Elle se demande pourquoi il dirait ça, alors il lui rappelle qu'elle ne pouvait même pas égratigner le seigneur gobelin. Saya ne peut pas le nier, mais elle dit quand même qu'elle ne peut pas se permettre de s'enfuir. Luck l'accepte
et lui dit qu'elle peut l'accompagner. Saya se demande s'il veut savoir pourquoi elle ne peut pas reculer, alors il lui demande si elle veut qu'il lui demande. Elle ne le fait pas, alors Lux dit simplement qu'il ne le fera pas. Saya explique quand même que sa tribu chasse les vampires depuis des générations. Il y a quelque temps, il combattait des vampires, et il n'en avait plus qu'un. Cependant, après que son père ait été grièvement blessé, ils ont fini par laisser le dernier vampire s'enfuir. Il se trouve que cet évadé était un seigneur vampire. Saya dit que c'est grâce à l'échec de sa tribu qu'elle s'est échappée. C'est pourquoi il est de son devoir, en tant que fille du chef, de restaurer l'honneur de sa tribu. Saya révèle qu'elle poursuit ce seigneur vampire depuis plusieurs mois. Maintenant, elle sait enfin où il se trouve. Elle ne peut donc pas revenir en arrière. Luck se demande s'il est contraire aux règles de l'aider à vaincre le vampire et à restaurer l'honneur de sa tribu. Saya explique que ce n'est pas le cas et qu'il sera restauré même avec son aide. Elle pense toujours qu'il devrait y retourner parce que c'est trop dangereux. Luck lui propose juste de lui emprunter son épée car elle ne peut pas se battre sans armes. Elle se demande ce qu'il va utiliser, alors Luck déclare qu'il est puissant même à main nue. Saya remercie son héros et elle prend l'épée. Au fond d'elle, elle réalise qu'il lui donne l'épée pour qu'elle puisse être celle qui abattra le seigneur vampire. C'est un geste très gentil, et elle suppose qu'il bluffe simplement en parlant de se battre à main nue. Quelques secondes plus tard, elle apprend que notre héros ne ment pas. Il efface complètement 2 gobelins d'un coup de pied et d'un coup de poing. Il leur écrase le visage, et Saya se rend compte qu'il est vraiment fort, même sans armes. Luck est d'accord, et il réfléchit à la façon dont il a réellement commencé comme sorcier. Il faisait partie d'une fête avec Eric et Goron, qui étaient incroyablement forts. C'est pourquoi il était coincé en tirant de la magie depuis l'arrière, mais il avait toujours son rang. Puis, il passa 10 ans à combattre une horde de démons, et le roi démon, ses arts martiaux s'améliorèrent donc rapidement. Luck est prêt à attaquer le trône, et Saya est à ses côtés. Ils enfoncent la porte, et le seigneur vampire les reconnaît. Il appelle Saya une petite fille chiot, et dit qu'elle atteint au-dessus de sa station. Saya lui dit de se taire parce qu'il est coincé. Elle jure de la battre, mais le seigneur vampire n'est pas impressionné. Il souligne qu'il a fallu toute la puissance de son père pour le gratter. Il dit que Saya est encore plus faible que son père et qu'elle n'a donc aucune chance de gagner. Saya devient furieuse, mais cela ne fait qu'agacer le vampire. Il déclare que lui montrer ses crocs sera la dernière chose qu'elle fera. À ce moment-là, Locke réalise ce que fait le vampire. Il a réduit la meute de gobelins afin de pouvoir attirer les aventuriers au plus profond du donjon. Le seigneur vampire est très impressionné par les capacités de déduction de la chance. Il dit que la chance n'est pas si stupide, alors il se qualifie pour être son serviteur. Il remercie Saya d'avoir amené un humain, mais elle ne comprend pas pourquoi. Le vampire souligne que son charme vampirique ne fonctionnera pas sur une simple bête. Cependant, il peut l'utiliser pour transformer un humain en son serviteur. Il utilise son pouvoir de charme, et Saya dit désespérément à Luke de s'enfuir. Le vampire déclare qu'il est trop tard et notre héros tombe sous son charme. Il ordonne à Luke de venir à lui, et Luke obéit. Saya est horrifiée lorsqu'elle réalise que c'est entièrement de sa faute. Le vampire lui donne alors la possibilité de se faire tuer par lui ou par la chance. Il rit comme un fou maléfique, mais tout le monde est abasourdi lorsque la chance le frappe en plein visage. Le vampire ne comprend pas pourquoi son sort n'a pas fonctionné. Alors la chance explique qu'il est une grande résistance aux affaiblissements mentaux. Le vampire dit que cela devrait être impossible, mais Locke se demande s'il est vraiment un vampire inférieur qui s'est convaincu qu'il est un seigneur vampire. Saya n'arrive pas à croire ce qu'elle voit, parce que Locke est vraiment en train de piquer l'ours. Le seigneur vampire est insulté, alors il attaque notre héros, mais la chance le fait voler. La chance continue de le narguer en le faisant passer pour un vampire inférieur, alors la bête essaie de se venger. Il utilise son pouvoir obscur et dit à la chance qu'il regrettera le jour où il s'est moqué de lui. Les ténèbres courent après la chance, mais il étonne Saya lorsqu'il utilise un cercle magique de haut niveau. Il bloque l'attaque des vampires, et Luck la poursuit en utilisant un sort de super vitesse. Il réduit l'écart avec son adversaire, puis utilise le Drain Touch. Il dit au vampire inférieur qu'il est bon pour absorber la force vitale, mais qu'il ne la prend pas. Finalement, la chance draine toute vie du vampire, et le vampire ne peut que se demander qui est ce type. Locke se présente simplement comme Locke, l'aventurier Frank. Le vampire accepte la défaite, mais il dit à Locke de ne pas oublier qu'il a provoqué sa colère.
Il prévient que notre héros ne passera plus jamais une nuit paisible. Il se prépare à s'enfuir en se transformant en chauve-souris, mais Cyr se précipite pour l'arrêter. Elle utilise l'épée de Luke et le coupe en deux. Le vampire ne comprend pas pourquoi il ne peut pas se régénérer et il s'effondre. Il tente de proférer une dernière menace à propos d'un médaillon, mais sa vie touche à sa fin. Saya rend son épée à Luke et souligne que la lame est vraiment tranchante. Elle sentit également une sorte de pouvoir monter à l'intérieur lorsqu'elle coupa le vampire. Luke lui dit qu'elle vient de l'imaginer, parce qu'il sait qu'il ne peut pas lui dire que c'est une épée de roi démon. Saya repousse alors la poussière du vampire et trouve ce qu'elle cherchait. C'est un médaillon maudit trouvé à l'intérieur des corps de seigneurs vampires spéciaux. Elle explique que lorsqu'un seigneur vampire avec l'un d'eux à l'intérieur suce du sang ou prend une vie, une malédiction s'accumule dans le médaillon. Luke pense au fait que cela n'existait pas il y a 10 ans et il se demande si c'est une nouvelle mode chez les vampires. Le vampire s'avère être toujours en vie et il déclare que le vaincre ne leur apportera pas la paix. Il prévient que le pouvoir du médaillon ouvrira bientôt un portail vers la faille dimensionnelle. Une fois le portail ouvert, d'innombrables démons surgiront et envahiront ce monde, et de l'autre dimension viendront les dieux sombres. Luke réfléchit à la faille dimensionnelle, qui est l'endroit dans lequel il s'est battu pendant 10 ans d'affilée. Il nous explique que les humains ne savent pas comment y ouvrir un portail de ce côté. Il y a 10 ans, ils combattaient le roi démon à leur côté. Lorsqu'il s'enfuit dans la faille dimensionnelle, Luke et les autres sautèrent avant que le portail ne se ferme. Les portails sont généralement uniquement destinés à la sortie, c'est pourquoi Eric et Goron n'ont pas pu venir l'aider après leur départ. Le vampire dit à nos héros de vivre dans la terreur jusqu'à l'arrivée des dieux sombres. De nombreux seigneurs vampires seront attirés par son médaillon et l'un d'eux finira par l'obtenir. Luke en a assez entendu, alors il coupe simplement le médaillon en deux. Le vampire est alors horrifié lorsqu'il voit que Luke absorbe la malédiction avec son épée. La chance déclare que même si un portail dimensionnel s'ouvre, aucun démon ne viendra. Le vampire ne peut que se demander pourquoi, alors Luke révèle que c'est parce qu'il les a déjà tous vaincus. Le vampire est complètement terrifié lorsqu'il se rend compte que l'épée que tient Luke est l'épée du roi démon. Il remarque enfin que Luke est un sage légendaire, mais avant de pouvoir le dire à haute voix, Luke met fin à ses jours. Saya reconstitue le tout, et elle se demande si notre héros est vraiment le grand sage Chance. Luke ne répond pas, et il change simplement de sujet. Il s'excuse d'avoir coupé le médaillon, mais Saya dit que ça va. Ario et Jenny sont probablement inquiets pour eux, alors la Chance leur dit qu'ils devraient rentrer. Saya se demande si ses amis vont vraiment bien, et il lui assure qu'ils le sont, parce qu'ils sont vraiment bons pour les aventuriers de rang F. Saya révèle qu'elle vient de le tromper parce qu'elle l'a appelé Chance, et il a quand même répondu. Elle demande à savoir s'il est vraiment le grand sage, et notre héros ne peut plus le cacher. Il lui dit que c'est un secret, et elle promet de le garder de sa vie. Lorsqu'ils reviennent à la guilde des aventuriers, tout le monde est stupéfait de voir la montagne de gemmes gobelines que nos héros ont collectées. La réceptionniste ne peut que se demander comment ils en ont obtenu autant, alors nos héros expliquent que le paquet était plus gros que prévu. De plus, Saya, l'aventurière de rang B, se trouvait là pour les aider à exterminer tous les monstres. Ensuite, Luke se demande pourquoi Ario et Ginny s'inclinent devant la grande statue du sage. Ils expliquent qu'ils remercient Luke et disent qu'ils devraient le faire aussi. La protection de la Chance était en partie la raison pour laquelle ils ont accompli le travail en toute sécurité. La Chance semble incroyablement gênante et Saya ne peut s'empêcher de rire. Tout le monde se sépare et espère pouvoir bientôt faire la fête. Saya remercie alors Luke pour son aide car elle peut désormais racheter l'honneur de sa tribu. Luke aimerait qu'elle partage les informations sur les vampires que sa tribu apprend et elle accepte. Il déclare ensuite qu'il ne peut pas laisser s'effondrer la paix qu'ils défendent depuis 10 ans. La Chance prend une pose héroïque et Saya dit qu'il ressemble vraiment à une statue. Luke ne le pense pas du tout, et c'est vraiment embarrassant. Saya dit alors qu'elle aimerait que Luke fasse quelque chose puisqu'il est si proche de Goron. Elle veut qu'il exhorte Goron à rechercher les seigneurs vampires. Elle l'a signalé à la guilde, mais ils doivent encore tout vérifier. Au moment où cela parviendra au maître de guilde, il sera peut-être trop tard. Luke comprend le danger, alors il accepte. Jaza et donne à Luke la moitié du médaillon, car elle n'en a besoin que d'une moitié. Ce sera également une preuve lorsque Luke expliquera les choses à Goron. La Chance l'accepte, et Sai retourne dans son village.
Luck va alors voir Goron, qui est vraiment énervé. Il souligne que Luck a dit qu'il sortait un peu, mais il est resté 3 jours entiers. Il dit à Luck que s'il doit sortir tard, il devrait le lui dire en premier. Luck n'arrive pas à croire ce qu'il entend et il se demande si Goron est sa mère. Il choisit ensuite le médaillon de Goron et prévient qu'il pourrait avoir des ennuis. La chance lui raconte tout ce qui s'est passé et Goron devient très sérieux. Il s'avère que tous les démons, et même le seigneur démon, n'étaient qu'une avant-garde des dieux sombres. Goron veut qu'une agence spécialisée enquête sur le médaillon, alors Luc le lui emprunte. Ils ne peuvent que se demander de quoi il est fait, car il ressemble à de l'or, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas non plus du mithril, et Goran est surpris que Luck ne puisse pas dire de quoi il est fait parce qu'il est sorcier. Luck dit que la seule personne qui a une chance de le comprendre pourrait être un alchimiste. Luck s'endort et Goran le remercie d'avoir protégé les aventuriers débutants. Luck dit que ce n'était rien et il s'en va. À la porte, Luc a la surprise de croiser une fille. Goran dit qu'elle s'appelle Célis, mais elle s'en va. Goron explique qu'elle est sa fille et qu'elle est sur le point d'avoir 15 ans. Luc se demande si elle a un problème avec lui, mais Goron explique que sa fille l'évite en fait. La raison en est qu'il était contre son désir de devenir aventurier. Il admet qu'elle a un potentiel de rang B, mais elle est encore une enfant. Il lui manque la perspicacité et la lassitude dont un aventurier a besoin. La chance souligne qu'il faut recruter des personnes expérimentées, mais Goron n'est pas le seul décideur. Il dit qu'il a besoin de l'avis de sa femme. Elle est en voyage dans un pays voisin. Avant que Luc ne parte, Goran lui dit qu'il a besoin d'une faveur. Le lendemain, Luc regarde Céleste s'entraîner dehors. Il dit qu'elle a définitivement hérité du talent de son père. Il repense alors à la faveur que Goran lui a demandée. Il a expliqué que lorsque Solas aura 15 ans, elle n'aura plus besoin de la permission de ses parents pour s'inscrire comme aventurière. À ce rythme-là, elle commencera probablement à s'aventurer contre sa volonté. Le moment venu, Goran veut que Luc la surveille avec désinvolture. Luc ne pouvait pas dire non, mais il n'a pas hâte de le faire. À ce moment-là, il remarque que Céleste lui lance un regard méchant. Un peu plus tard, Luc lui bourre le visage et Céleste arrive à sa rencontre. Elle regarde à nouveau notre héros avec colère et il se demande si elle a besoin de quelque chose. Elle se manifeste et accuse Luc d'être l'enfant illégitime de son père. Luc n'arrive pas à croire que Céleste vient de l'accuser d'être l'enfant illégitime de Goron. Il lui dit qu'elle ne pourrait pas avoir plus tort, mais Célus le traite simplement de menteur. Luc se demande comment elle a eu cette idée, alors Célus explique sa simple déduction. Elle révèle que 3 indices l'ont conduite à cette conclusion choquante. Tout d'abord, Goron a attendu que sa mère soit partie pour laisser Luc entrer dans la maison. Deuxièmement, Goron semble vraiment ravi depuis que Luc est arrivé ici. Troisièmement, Goron était vraiment inquiet pendant que Luc était absent pendant 3 jours. Céleste traite son père d'idiot et Luc peut sentir la pression monter dans leur famille. On a l'impression que la famille de Goron est sur le point de s'effondrer à cause de ce malentendu. Le serviteur de Célus lance un regard sale à Luc comme s'il lui disait de faire quelque chose. Luc explique que Goron s'inquiétait juste pour un copain qui s'était battu au loin pendant 10 ans. Celui dit que cela n'a aucun sens, alors Luc réessaye. Il révèle qu'il est l'un des amis aventuriers de Goron et qu'il est beaucoup plus âgé qu'il n'en a l'air. La chance est sûre qu'elle doit l'obtenir maintenant, mais Célus arrive à une nouvelle conclusion. Elle déclare que Luc doit être son frère aîné au lieu de son plus jeune. Luc insiste sur le fait qu'elle a tout faux, mais elle continue de lancer des accusations. Elle dit à Luc qu'il peut appeler sa grande sœur, ce qui ne laisse donc aucun choix à notre héros. Il lui montre sa carte d'aventure et lui fait remarquer qu'elle ne porte nulle part le nom de sa famille. Au lieu de comprendre ce qu'il essaie de dire, elle suppose simplement que son père ne reconnaît pas la chance. Elle dit à Chance de ne pas s'inquiéter et lui assure que sa grande sœur s'en chargera. Elle va faire en sorte que Goran le reconnaisse et elle dit que personne ne peut l'arrêter. Céleste sait que la vérité pourrait mettre sa mère en colère, mais elle doit donner une leçon à son père. La Chance panique car la famille de Goran semble vouée à s'effondrer. Il essaie de dire quelque chose à Célis, mais elle lui rappelle de l'appeler sa chère sœur. C'est exactement ce que fait la Chance, et il se demande si elle peut garder un secret. Célis dit qu'elle le peut, et la servante quitte la pièce. Luc supprime le sort de masquage de sa licence de guilde et lui montre la vérité. Célis lit le nom de Luklok Franzen, et elle est stupéfaite de voir qu'il est en fait au rang S. La Chance est soulagée,
car il devrait enfin servir de preuve. Répertorie tous ces titres de grand sage, sauveur et sorcier suprême, l'archiduc Lokloch Franzen. Elle n'arrive pas à y croire, alors Luke explique qu'il vient de revenir de la faille dimensionnelle. Céleste prend un moment pour comprendre tout cela et arrive à une autre conclusion ridicule. Elle croit désormais que le grand sage Chance est son petit frère. Céleste dit qu'elle a toujours pensé que la statue de Sainte Chance ressemblait un peu à Goron. Elle est plus sûre que jamais que c'est parce qu'ils sont père et fils. Luke crie que la statue ne ressemble pas du tout à Goron. Céla dit qu'ils étaient frères et sœurs depuis le début, mais Luke continue de le nier. Ils vont et viennent ainsi pendant un moment, jusqu'à ce que Luke perde la tête. Il exige qu'elle l'écoute réellement, et la vérité finit par se faire entendre. Célis s'excuse auprès du grand Saint-Chance, et il lui rappelle que c'est officiellement un secret. Locke lui dit alors qu'elle s'emporte vraiment trop après s'être convaincue de certaines choses. Locke comprend enfin pourquoi Goron s'oppose à ce qu'elle devienne aventurière. D'un autre côté, le fait qu'elle s'accroche à ses convictions signifie qu'elle a une forte volonté. Locke décide de demander à Salus si elle souhaite nous accompagner un peu. Il l'invite à faire un travail de guilde qui n'est pas trop difficile pour un débutant. Plus tard, comme Goran le craignait, Locke découvrit à la guilde que Céleste s'était déjà inscrite comme aventurière. Si Locke ne l'avait pas emmenée avec lui, elle serait probablement partie travailler de toute façon. Au cours de leur voyage, Luke peut dire qu'elle voulait s'aventurer dans le monde extérieur selon ses propres conditions. Ils font une petite pause au bord d'un étang pour récupérer de l'énergie, puis continuent leur chemin. Salus finit par parler à un local et recueillir des informations. Elle a appris que, comme le dit le texte, des bêtes mythiques ont été repérées dans cette région. Il y a un cerbère, une hydre, une chimère, un cyclope et même un dragon géant. Malgré tout cela, il n'y a pas eu de victimes humaines. Locke trouve cela très étrange, car un dragon ne serait pas aussi gentil avec les humains. De plus, si toutes ces créatures mythiques sont réellement impliquées, il est impossible qu'il s'agisse simplement d'un travail de rang E. Céleste se demande ce que cela peut signifier, tant ces bêtes mythiques sont si proches de la capitale. Locke explique que la guilde a dû décider que ces bêtes n'existent pas vraiment. Céleste ne comprend pas, alors Locke lui dit d'y réfléchir. Célus se demande quel genre de bêtes n'existent pas, mais ont été repérées. Elle se rend compte que ces monstres doivent tous être des illusions, et Lux dit qu'elle a raison. Ils avancent et finissent par arriver sur place d'après les témoignages oculaires. C'est alors qu'un dragon géant apparaît devant eux. Célis panique et se demande si c'est vraiment une illusion, car il fait assez chaud par ici. La chance le confirme, car il ne sent pas la masse qu'aurait un vrai dragon. Il n'a pas non plus la chaleur d'une créature vivante, mais il admet que c'est très précis pour une illusion. Locke dit à Céleste, terrifiée, d'aller le combattre, alors elle se lance dans la bataille. Elle court sur le dos du dragon et s'envole vers le ciel. Elle tente de frapper la bête à plusieurs reprises, mais elle ne parvient pas à lui faire de dégâts. Locke analyse sa performance et il est satisfait de ce qu'il voit. Même sans les préjugés parentaux de Goron, les capacités de Céleste en tant que guerrière la placent au rang B. Pourtant, la chance ne peut pas surmonter la précision choquante de cette illusion. Il dit que cela va bien au-delà du simple fait de montrer un fantôme. Le dragon est en réalité une masse géante de mana, ce qui explique tout. C'est la raison pour laquelle l'épée de Célis le frappe, et les frappes semblent vraiment solides. La chance est sûre que cette chose est évoquée, et Célis est totalement trompé en croyant que c'est réel. Le dragon lance une attaque de feu, et Célis en est consumé. Luke décide finalement que c'est son signal pour faire quelque chose. Il utilise ses compétences de flottaison et de super vitesse pour réduire l'écart entre lui et le dragon. Il utilise ensuite ses compétences d'apprentissage pour voler tout type d'illusion magique qui crée ce dragon. Locke recule alors et prépare son prochain sort. C'est un contact drainant, donc il consomme le mana du dragon jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement. Céleste continue de se débattre en pensant qu'elle est brûlée vive. La chance lui dit qu'elle peut s'arrêter et elle n'arrive pas à croire qu'elle n'est pas brûlée. La chance doit lui rappeler qu'elle combattait simplement une illusion. Il explique que combattre une illusion de front est une bataille perdue d'avance, et Céleste aurait aimé qu'il le dise avant. Elle se demande alors ce qu'on est censé faire contre les illusions si on ne peut pas les combattre. La chance dit que vous devez plutôt trouver le lanceur de sorts et le vaincre. Si vous ne parvenez pas à savoir où il se trouve, il est préférable de s'enfuir. Salus pense que s'enfuir serait ennuyeux, mais Lux souligne que c'est mieux que de perdre la vie.
Lux dit alors à l'illusionniste de sortir de sa cachette, car il sait qu'ils écoutent. Il déclare qu'ils peuvent en parler puisque l'illusionniste n'a blessé aucun villageois. Luc dit qu'il sait que le lanceur de sorts doit avoir une raison d'essayer d'éloigner les gens. Il explique qu'ils sont ici à la demande de la guilde, ils doivent donc enquêter pour savoir si cela plaît ou non à l'illusionniste. La voix d'une fille répond enfin, et elle dit qu'elle doit protéger quelque chose. Luck se demande si ce qu'elle essaye de protéger doit rester ici, alors la voix dit que le déplacer n'est pas facile. Luck comprend, alors il dit qu'ils peuvent simplement dire à la guilde qu'ils ont échoué. Cela ne le dérangerait pas du tout d'échouer, mais Céleste panique complètement. Elle dit qu'elle ne veut pas échouer lors de son tout premier emploi. La chance lui dit que ce ne sera pas si grave, et elle ne peut que se demander ce qu'elle va dire à son père. Luc revient sur le sujet et explique la situation à l'illusionniste. Il dit que s'ils échouent dans cette tâche, d'autres aventuriers apparaîtront à leur place. Il prévient que ces aventuriers pourraient être du genre à forcer l'illusionniste à révéler son secret. Il pourrait même l'attaquer, alors Luc aimerait éviter cela. La voix est d'accord avec lui, alors elle se révèle enfin. Cella voit ses cornes et elle est surprise de réaliser qu'elle est un démon. La jeune fille cache ses cornes, mais elle est choquée lorsque la chance complimente son illusion. Il dit également qu'elle masque parfaitement sa présence. Il est vraiment impressionné et la jeune fille le remercie pour le compliment. Luc se présente, ainsi que Célis. Alors, la fille révèle qu'elle s'appelle Lucera. Célis se demande pourquoi Luc est si gentil avec elle, car les démons sont connus pour être des êtres maléfiques. Luc explique que ce n'est qu'une idée fausse. Les démons sont de puissants mages et combattants, mais ils ne sont pas guerriers. Luc dit qu'il aimerait savoir ce que Lucera essaye de protéger. Elle dit à nos héros de la suivre, alors ils se dirigent vers la forêt. En chemin, Luc ne peut que se demander pourquoi Lucera a décidé de lui faire confiance. Elle souligne que son illusion n'a pas fonctionné sur Luc, ce qui signifie qu'il doit être un sorcier plus fort qu'elle. Malgré cela, il n'a pas essayé de découvrir son secret par la force. C'est ce qui lui a fait comprendre qu'elle pouvait lui faire confiance. Finalement, ils arrivent devant une ruine des temps anciens. Lucera les emmène à l'intérieur et dit à quelqu'un nommé Gerberga qu'elle est de retour. Luc est stupéfait quand il voit à quoi elle parle et Céleste souligne que c'est un poulet. Lucera s'en offusque beaucoup car Gerberga la séraphile n'est pas une poule. Céleste en est sûr, mais cela ne fait qu'offenser davantage Lucera. Luc le calme et lui dit qu'il aimerait en savoir plus sur Gerberga. Lucera explique qu'il est un séraphile, qui est un poulet doté de pouvoirs divins. Cella dit qu'elle avait raison car elle l'appelle encore, et la rage à l'intérieur de Lucera commence à grandir. Luc l'interrompt à nouveau car il aimerait en savoir plus sur les pouvoirs divins. Lycera explique que le séraphale que sa tribu vénère est également l'ancêtre de Gerberg. On dit qu'il a réveillé le monde entier avec son chant. Ce chant traçait la frontière entre la nuit et le jour, rendant claire la frontière entre les mondes. C'est pourquoi cela peut également empêcher les choses d'aller ou de venir d'autres dimensions. Luc se rend compte que cela signifie qu'il peut probablement fermer l'entrée d'une faille dimensionnelle. Il repense alors à l'avertissement que le vampire lui a donné. Il a dit qu'une fois le portail ouvert, d'innombrables démons envahiraient le monde. Après eux viendraient les dieux sombres d'autres dimensions. La chance découvre que Gerberga est la cible des vampires. Lycera continue en révélant que sa tribu a été soudainement attaquée par un essaim de vampires. Ce fut un terrible massacre, et elle fut la seule survivante. Le chef lui confia Gerbera, et elle se dirigea vers ses ruines. Luc se demande pourquoi elle a choisi cet endroit, alors elle explique que c'est un temple ancien. Le chef lui a dit qu'il y avait une barrière qui repousse les vampires. Céleste suppose qu'ils n'ont pas été attaqués ici, mais ce n'est pas le cas. Lycera révèle qu'ils ont été attaqués à maintes reprises. Ils sont constamment en danger et doivent compter sur ses illusions. À ce moment-là, Lux dit qu'il devrait les accompagner dans la capitale royale. Il révèle qu'il n'y a en réalité aucune barrière autour de cet endroit, ils sont donc en danger. C'est pourquoi notre héros déclare qu'il protégera Gerberga. Il dit que l'épée du roi démon est ici devant eux pour une seule raison, et c'est parce qu'il a vaincu le roi des démons lui-même. Lyser est abasourdi car cela veut dire que c'est un grand Saint Luc. Elle n'arrive pas à croire qu'il ait survécu face aux démons, et elle est stupéfaite lorsque Luc s'agenouille devant elle. Il jure alors qu'il gardera Gerberga le séraphole de sa vie. Il souligne que l'oiseau possède le seul et unique pouvoir qui sauvera le monde. Lysra a bien fait de le protéger jusqu'à présent, alors Luc la remercie, elle et sa tribu, au nom de tous. C'est vraiment émouvant parce qu'elle a fait tout cela pour sa tribu,
elles n'arrivent pas à croire que le Seraphol qu'ils ont tous protégé continuera à sauver le monde. En plus de cela, la grande Sainte Chance vient de la remercier et rien ne pourrait la rendre plus fière. Lysera retourne avec nos héros, mais Céleste souligne que Locke est un parasite chez elle. Elle ne sait pas si Goron va laisser Locke garder un animal de compagnie, mais Lysera doit souligner que Gerberga n'est pas un animal de compagnie. À ce moment-là, Locke doit pousser Lacera en sécurité alors qu'un vampire les attaque. La Chance fait voler ce type, mais il a des copains. Ils exigent de savoir qui est notre héros, mais Locke refuse de donner son nom aux vampires inférieurs. Ils n'aiment pas qu'on se moque de eux, alors ils utilisent l'amélioration pour se rendre plus forts. La Chance peut dire qu'ils sont là pour Gerberga, alors ils décident qu'ils peuvent laisser un seul d'entre eux s'échapper. Il utilise un sort appelé Flèche magique, et d'un claquement de doigts, il fait pleuvoir des flèches sur les vampires. Il enchaîne avec le sort de feu, et les vampires hurlent d'agonie. Ils sont effacés de la surface de la Terre, mais l'un d'eux tente de s'enfuir. Heureusement, Gerberga s'en occupe pendant qu'il utilise son corbeau. C'est si fort que cela désintègre le vampire, et le vampire se rend compte que le Séraphil ne permettra à personne de s'échapper. La vie du vampire est terminée, et tout le monde le célèbre. Céleste est abasourdi, et Luke se demande si c'est vraiment le pouvoir du Séraphal. Lacera confirme que c'est le cas, et elle explique que lorsque le vampire s'est transformé, Gerberga a tracé une limite. Elle déclare que face au pouvoir du Séraphal, rien n'est autorisé à exister en pleine transformation. C'est pourquoi, lorsque le vampire a essayé de se transformer, il s'est transformé en cendre. Céleste se demande s'ils ont vraiment besoin de fuir les vampires alors que Gerberga possède des pouvoirs aussi incroyables. Lysura explique que son pouvoir ne fonctionne que lorsqu'il se transforme, ils sont donc vulnérables le reste du temps. Céleste dit toujours que le poulet est incroyable et ils rentrent chez eux. Quand ils arrivent, ils tombent sur Saya. Elle attend de la chance car elle revient de son village. Céleste se demande qui elle est. Alors Luke explique que Saya est une aventurière de rang B. Saya dit bonjour et Céleste se présente comme l'apprentie de Luke. À ce moment-là, Saya murmure à Lux qu'elle a quelque chose d'urgent à lui dire, alors il se dirige vers l'intérieur. Là, elle révèle à Luke que les vampires préparent quelque chose de vraiment grand. Elle a également appris qu'il y avait un grand seigneur vampire qui les dirigeait tous. C'est un roi des rois qui contrôle tous les seigneurs vampires. Saya explique que son clan fait tout ce qu'il peut pour dénoncer le complot du grand seigneur et y mettre un terme. La Chance sait que ce ne sera pas facile, car le grand seigneur est un monstre doté de capacités comparables à celles d'un démon. Malheureusement, le père de Saya ne s'est pas complètement remis après avoir été attaqué par un vampire. Sa tribu a voté pour attaquer les vampires, alors Saya craint que sa tribu ne soit anéantie. C'est pourquoi elle veut que la Chance les aide à vaincre le grand seigneur. Cependant, elle révèle qu'elle doit faire quelque chose de beaucoup plus important en premier. Elle révèle que les vampires recherchent frénétiquement un certain poulet. Elle dit qu'ils doivent retrouver ce poulet à tout prix et le garder en sécurité. La Chance fait une drôle de tête, alors Sai est immédiatement gênée d'avoir demandé quelque chose d'aussi stupide. Elle explique que ce poulet est censé fermer les portails dimensionnels et se défendre contre les transformations de vampires. Locke fait cette grimace parce qu'il se rend compte qu'elle parle de Gerberga. Saya est sûr que Locke ne la croit pas, mais il révèle qu'il a déjà rencontré le poulet. Il ouvre la porte pour surprendre Céleste, en train d'écouter, et l'Ursurus dit qu'elle lui a dit de ne pas le faire. Céleste s'excuse auprès de Locke et Saya, mais Saya lui dit simplement de ne parler à personne de ce qu'elle a entendu. Locke présente alors Sai à l'exalté Gerberga, le Séraphao que la tribu de Sai recherche. Sai n'arrive pas à croire que Locke l'ait déjà trouvé, et Locke explique que c'était juste par coïncidence. Locke dit qu'il a vu de ses propres yeux comment Gerberga peut transformer un vampire en poussière, ce qui signifie que la légende doit être vraie. Puisque le poulet est en sécurité, il ne leur reste plus qu'à détruire le grand seigneur. Saya leur montre la zone dans laquelle les vampires pourraient se trouver, et Locke souhaite qu'ils puissent la réduire un peu. Saya souligne qu'il est difficile d'obtenir des informations car la zone regorge de vampires. Céleste est vraiment excitée car elle a hâte de combattre les vampires avec Chance. Malheureusement, la Chance révèle qu'il ne l'emmènera pas car cette mission est bien trop dangereuse. Il autorise Saya à venir uniquement parce qu'elle est de rang B et qu'elle doit participer à cette chasse à cause des lois de sa tribu. Plus important encore, Luke veut qu'Alice reste ici pour qu'elle puisse protéger Gerberga. Il souligne qu'ils ne peuvent pas emmener le poulet directement dans le fief de ceux qui le recherchent.
Cependant, il pourrait aussi être dangereux de le laisser seul car il y a un risque que les vampires l'attaquent. La capitale dispose d'une barrière qui devrait empêcher les vampires d'entrer, mais cela ne suffira pas. Il leur faut encore un aventurier exceptionnel pour leur faire office de garde du corps. Quand Luck le dit ainsi, Célus dit que c'est un honneur d'être cet aventurier exceptionnel. Jess et Célus entendent la voiture de son père arriver dehors, alors elle va le chercher. Goron entre cependant par une autre porte, et il remercie Luck d'avoir pris soin de Célus. Luck la félicite d'être une guerrière exceptionnelle, et Goran ne pourrait pas être plus heureux de l'entendre féliciter sa fille. Céleste revient, et Goran la félicite d'avoir terminé son premier travail. Céleste devient très émue lorsqu'elle s'excuse auprès de son père, et il devient vraiment inquiet. Elle dit qu'elle est vraiment désolée de lui avoir donné une telle attitude, mais Goron ne veut tout simplement pas qu'elle pleure. Il dit que ça va, et il suppose qu'elle était juste en colère contre lui parce qu'il était contre qu'elle devienne une aventurière. Céleste révèle que ce n'est pas la raison. La raison pour laquelle elle était bouleversée était parce qu'elle pensait que Goron avait un enfant illégitime. Elle explique qu'elle pensait que la chance était son petit frère, et Goron s'étouffe presque avec son verre. Goron se demande si Célus a causé des ennuis à notre héros, mais elle change simplement de sujet et s'en va. Goran s'excuse immédiatement auprès de la chance et le supplie de donner une chance à Célus. Il dit qu'il n'avait aucune idée qu'elle était un tel désastre et il ne sait pas d'où elle tient cela. La chance est sûre qu'elle le tient de Goron parce qu'il avait l'habitude de tirer des conclusions hâtives tout le temps. Goron dit qu'il craint qu'un homme maléfique puisse essayer de tromper Célis un jour. Alors, il commence à se demander s'il devrait l'empêcher de repartir à l'aventure. Luc est sûr qu'elle ira bien et il promet de la surveiller. Il dit qu'il l'empêchera de devenir folle et Goran ne pourrait pas être plus reconnaissant. Céleste retourne dans la pièce et elle se demande ce qui se passe. Elle tire d'autres conclusions hâtives et s'en va immédiatement. Un peu plus tard, il était épuisé après avoir dû tout mettre au clair. Céleste commence à s'excuser, mais Luck ne veut plus de problèmes de communication. Il dit qu'ils doivent parler des vampires à Goron. Goron est stupéfait lorsque Luck leur dit qu'ils préparent quelque chose et qu'ils sont dirigés par un grand seigneur. Luck explique qu'ils doivent protéger leur arme secrète, Gerberga, pendant qu'ils attaquent la forteresse des vampires et le grand seigneur. Goron se demande s'ils peuvent demander à Gerberga de les aider parce qu'il est si puissant. Lacera doit lui expliquer que le pouvoir de Gerberga ne fonctionne que lorsque les vampires se transforment. Luck souligne également qu'il serait très difficile de protéger Gerberga pendant les combats. C'est alors que Sai se souvient d'une autre partie de la légende. Si le grand seigneur boit le sang du Séraphal, alors la malédiction s'accumulera si vite dans son médaillon qu'une porte dimensionnelle s'ouvrira sur place. C'est une nouvelle terrifiante, et il semble que Gerberga ne le savait même pas. Saya continue en expliquant que la malédiction résulte d'une profanation de la vie. Plus celui qui est souillé est sacré, plus il peut recueillir de malédictions. Luck dit simplement que c'est plutôt une raison pour eux de ne pas emmener Birga près de la bataille. Goran se demande alors s'ils peuvent demander de l'aide à Eric. Si l'oiseau est vraiment divin, alors la famille royale n'aura aucun problème à le protéger. Tout le monde dit que c'est une excellente idée, surtout parce que le roi était un héros. C'est décidé, alors Goran envoie immédiatement un messager au palais. Un peu plus tard, nos héros sont convoqués par Eric. La chance ne peut s'empêcher de remarquer à quel point le personnel est jeune, alors Goran explique qu'il s'agit d'apprentis. Il dit que Luc serait surpris du nombre d'apprentis d'Eric. Il a des apprentis chevaliers, des apprentis servantes et même des apprentis chefs. Il y en a environ 2000. Et la chance se demande si ce n'est pas trop. Goran explique qu'Eric a créé cette politique sociale. Il fait des apprentis les deuxième et troisième enfants de la noblesse pauvre. Il accueille également les enfants de chevaliers décédés après avoir combattu dans la guerre contre le roi démon. En effet, une formation au palais royal les rendrait beaucoup plus employables à l'avenir. C'est incroyablement généreux, alors Lux dit qu'Eric est un grand roi. C'est à ce moment-là qu'Eric arrive et il présente Luck à ses filles. Luck explique qu'il est un ami de leur père, mais ils connaissent tout de la grande Sainte Chance. Ce sont de grands fans et ils lui demandent de dédicacer le livre d'images sur lui. Saya explique que chaque enfant de ce royaume a grandi en entendant des histoires sur la chance. Célis ajoute que tous les enfants le considèrent comme un héros et que la chance n'arrive pas à y croire. Gerberga lit aussi son livre et la chance ne peut pas croire que même un dieu soit fan de lui. Les filles d'Eric vont caresser Gerberga et elles n'arrivent pas à croire à quel point il est doux.
Goran dit à Salas d'aller jouer avec les princesses, alors elles vont dans une autre pièce avec Gerberga. Eric s'excuse alors auprès de Luc pour toute cette agitation. Il explique qu'il ne pouvait pas laisser passer l'occasion de lui présenter ses filles. Locke ne comprend pas pourquoi, et Eric explique pourquoi c'est si grave. Grâce à la chance qui a retenu les forces démoniaques il y a 10 ans, Eric a eu la chance d'avoir ses 2 filles. Ils sont la lumière de sa vie, et il doit tout à la chance. Goran ressent la même chose depuis qu'il a pu voir Célus grandir grâce à la chance. Eric révèle qu'ils ne sont pas les seuls non plus. Tout le monde dans ce royaume est reconnaissant pour ce que la chance a fait. La chance est flattée, mais il souligne que faire un livre d'images sur lui, c'est encore trop. Eric révèle qu'il y a même une pièce de théâtre sur lui et que les spectacles sont toujours pleins à craquer. Pendant ce temps, les filles arrivent dans l'autre pièce, mais on voit que la bonne a de mauvaises intentions. De retour avec notre héros, il rattrape Eric sur ce qui se passe. Eric dit que les vampires ont été assez actifs ces derniers temps, et cela explique pourquoi. Locke dit alors que, quoi qu'il arrive, ils doivent protéger le sang du Séraphal. Eric déclare que le palais royal veillera à la sécurité de Lycera et du Séraphal. La chance est heureuse, car elle laisse les autres libres de combattre le grand seigneur. Goran se demande comment ils envisagent de faire cela, alors Locke explique son idée. Tout d'abord, lui et Saya rassembleront des chasseurs de bêtes, puis ils chargeront simplement. Les autres sont stupéfaits d'entendre à quel point son plan est simple, mais il y a plus. Il dit que lui et Sai détourneront l'essaim des seigneurs. Une fois qu'un chemin vers le grand seigneur s'ouvrira, ils enverront une escouade d'attaque bestiale. Goran se demande si la chance a pris les choses à l'envers, puisque c'est lui qui devrait combattre le grand seigneur. Locke n'en est pas si sûr car il pensait que affronter plusieurs seigneurs serait la partie la plus difficile. Saya est d'accord avec Goron et dit que les bêtes devraient être capables de gérer les seigneurs. Plus important encore, elle pense que la chance est la seule à pouvoir vaincre le grand seigneur. Goron craint que de nombreux bêtes ne meurent, mais Sai déclare qu'ils l'ont déjà accepté. Les bêtes croient qu'il vaut 100 fois mieux perdre la vie que de laisser le grand seigneur s'enfuir. Dans l'autre pièce, Solis regarde les enfants jouer. Elle repense à la façon dont Locke lui a dit qu'il avait besoin d'un aventurier exceptionnel pour protéger Gerberga. Elle suppose qu'il était juste en train de la convaincre de faire du babysitting, et elle se rend compte qu'elle n'est toujours pas fiable. Elle est toujours de rang F, et elle est inutile au combat. Elle se fait appeler Luke's Apprentice, mais à son niveau, elle ne ferait que le gêner. À ce moment-là, les filles remarquent quelque chose de brillant et se demandent ce que c'est. Il s'avère que c'est une sorte de sortilège sombre, alors Céleste dit aux filles de courir. Malheureusement, la porte est verrouillée et ils ne peuvent pas s'échapper. Pendant ce temps, Goran dit qu'il aimerait offrir l'aide de la guilde des aventuriers, mais il souligne que les vampires utilisent le charme vampirique. Les bêtes sont résistantes au charme, mais les humains n'ont pas cette chance. Goron a assuré qu'il finirait par être charmé et obligé de se battre. Eric dit la même chose à propos de ses chevaliers et de ses soldats. Saya souligne que les humains qui ont été transformés en se faisant sucer le sang ont des capacités physiques améliorées, mais ils peuvent les repérer immédiatement. Cependant, ils ne peuvent pas dire quand un humain a été charmé, alors elle est d'accord avec les gars. À proximité, on voit que la servante a été charmée et que c'est elle qui a piégé les filles. Les choses vont vraiment mal à l'intérieur lorsque Céleste se rend compte qu'elle a oublié son épée. Des vampires mineurs apparaissent devant eux et Céleste se demande si elle peut les battre. Elle décide que ce qu'elle pense n'a pas d'importance car elle n'a d'autre choix que de se battre. Elle trace une ligne devant elle et déclare qu'elle ne laissera pas passer les vampires. Les filles sont terrifiées, mais Célis leur dit de ne pas s'inquiéter. Elle jure d'assurer la sécurité des filles et des syrophiles quoi qu'il arrive. Les vampires commencent leur attaque, mais Célis parvient à repousser l'un d'entre eux. Les deux autres essaient d'utiliser le charme sur elle, alors elle évite de les regarder dans les yeux. Elle charge sans regarder et élimine le deuxième vampire. Le dernier debout se précipite pour attaquer les filles, mais les sauve juste à temps. Cette fois, les vampires attaquent en groupe, mais Célis commence à les abattre. Malheureusement, son arme est détruite, elle ne peut donc essayer de protéger les filles qu'en les couvrant. Leur vie est sur le point de se terminer, mais une explosion repousse les vampires. C'était de la chance, et il dit à Célis qu'elle a bien fait. Il dit que c'est ce qu'il attendait de son apprenti, et Céleste est à court de mots. La chance se tourne vers l'ennemi et déclare qu'il la prendra d'ici. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif. Assurez-vous d'aimer la vidéo.